qui est caractérisée par une hausse généralisée des prix. On était à 21%. Mais je vais vous détailler les seuils. Quand vous êtes de 0 à 3%, vous êtes dans une inflation d'algue. Quand vous êtes de 3 à 6%, vous êtes dans une inflation déclarée, ouverte. À partir de 6%, vous êtes déjà dans une hyperinflation. La Guinée était dans une situation inflationniste de 21%. C'est énormissime pour un pays comme la Guinée qui a un produit intérieur brut qui n'avoisine pas les 10 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En définant donc son leadership, ses rudiments, ses principes, il fallait abattre l'inflation pour soulager le peuple. En 2 ans de gestion, 2010-2012, les 25 septembre et le 26 septembre, concomitamment, les conseils d'administration du Fonds et de la Banque mondiale ont donné un satisfecit de bonne conduite, un quitus, un brevet de bonne conduite à la Guinée, avec à la clé l'effacement de la gloire de la dette de 2 milliards sur un stock de 3 milliards. Donc, la lettre de politique économique et financière que le président a demandé à ses ministres qui avaient en charge l'économie et le budget a commencé à avoir un petit bonhomme de chemin. Tout de go, la Guinée a renoué les relations avec tous les partenaires techniques financiers, les deux leaders, la Banque mondiale et le Fonds. La Banque mondiale et le Fonds monétaire, pour la petite histoire, mais oublié de se protéger dans l'histoire, ont été créés à partir de la deuxième grande conflagration que l'humanité a connue en 1940. La Banque mondiale et le Fonds ont été créés pourquoi? C'était pour prendre en charge, à partir du plan Marshall qui a fait son petit bonhomme de chemin, la restructuration, mais des économies des pays hautement industrialisés. Alors, mais puisque les gens se sont rendus compte que le fardeau de la dette dans les pays en voie de développement, s'il ne fallait pas nouer avec des relations de partenariat pour abattre l'extrême pauvreté dans laquelle ces pays baignaient, c'est les pays industrialisés qui allaient continuer à supporter le fardeau de la dette. Il fallait donc créer une autre institution. C'est la Société financière internationale qui a été créée en 1956, la Banque des affaires de la Banque mondiale. Cette Société financière internationale créée, les pays qui ont donc jugé et pu renouer avec les partenaires économiques de la Guinée ne fait pas exception. Il fallait donc négocier. Négocier en faisant attention. Pourquoi en faisant attention? Nous sommes un pays minier. Il y a ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. La malédiction des matières premières, il y a un pays qui est votre pays, un pays voisin à la Belgique, c'est la Hollande. Il fallait éviter de tomber dans le syndrome hollandais. Le syndrome hollandais veut dire quoi? Vous avez un secteur minier développé, vous avez des matières premières, mais votre pays ne se développe pas. Pourquoi? Parce que les choix économiques qui sont faits, c'est le gouvernement. Donc, en tirant les leçons du passé, il fallait faire de bonnes choix. Le secteur minier dont on parle générique, il fallait faire en sorte que notre secteur minier ne puisse se mettre en valeur, mais profiter de la mise en valeur du secteur minier pour développer les autres secteurs. C'est pourquoi, quand le président est venu au pouvoir, on a donné des intrants au secteur agricole, on a permis aux agriculteurs d'avoir des intrants en bénéficiant des intrants sur le plan primaire, le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche pouvait engranger sur le plan de la consommation interne beaucoup de ressources, ce qui a stabilisé un peu le taux de change. Et par rapport au budget 2013, nous avons fini l'année avec un taux de 10,7%. 2013. 2014, les projections qui sont déjà là dessinées, nous allons aller vers une inflation de 8,5% par rapport au produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça dit? Cela veut dire que même avec 8,5%, nous resterons encore dans une hyperinflation, parce qu'à partir de 6% déjà, nous sommes dans l'hyperinflation. Or, l'inflation était à 21%.
sans la volonté politique, sans cette détermination politique, sur le plan économique, nous les techniciens, on ne pourrait pas avoir de très bons résultats. C'est pourquoi il faut louer la gouvernance politique du président Alpha Condé et louer sa gouvernance économique. En peu de temps donc, après avoir renoué avec les partenaires techniques financiers au développement, les perspectives maintenant en Guinée qui s'annoncent sont des perspectives heureuses. Il y a ce qu'on appelle l'abattement de l'inflation. Le taux de change a été réduit. Dans le cadre des échanges interbancaires, le marché de change, on a pu relever jusqu'à 5 millions de dollars au niveau de la Banque centrale. Et depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir, cette situation qui nous a amené à ce seuil d'inflation, la production de nouveaux biens sans contrepartie, ce que certains appellent la planche à billets, l'État guinéen a cessé d'utiliser la politique de la planche à billets. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à zéro endettement au niveau de la Banque centrale. 2013, 2012, 2014, l'État guinéen ne doit pas un franc à la Banque centrale. Cela veut dire que la politique qui a été menée, qu'on appelle la gestion du budget à base caisse, qu'est-ce que ça veut dire? Un État qui vit exclusivement en fonction de ses moyens. Un État qui refuse de vivre au-dessus de ses moyens. Quand il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de rentrée de recettes, les dépenses ne sont pas programmées. Dès que le plan d'engagement est établi, il correspond avec le plan de trésor. Cela veut dire qu'il n'y a pas de liquidité correspondante, on n'accepte plus de payer les dépenses de l'État à partir de l'émission de nouveaux billets qu'on appelle la planche à billets. Qu'est-ce que nous avons encore récolté dans le cadre de l'ajustement, dans le cadre du programme maintenant établi qu'on appelle la facilité élargie de crédit avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire? La Guinée, n'est-ce pas, dans le cadre de la convergence, a pu élever son taux de pression fiscale. Le taux de pression fiscale qui était de 15% par rapport au produit intérieur brut est maintenant aujourd'hui à 19,6% par rapport au produit intérieur brut. Et dans le cadre de la convergence au niveau de la ZMAO, c'est 20% qui sont admis, 20% de pression fiscale par rapport au produit intérieur brut. La Guinée, de 2010 jusqu'à date, est maintenant aujourd'hui à 19,6%. Voici encore un petit peu de performance. Donc, au niveau des recettes, nous avons noué avec les deux grandes régies, la douane et les impôts, ce qu'on appelle des contrats de performance. Comme ça se fait dans les autres pays. Un seuil est indiqué. Si vous atteignez ce seuil, si on dit que c'est 10%, vous atteignez la barre de 10, vous dépassez 10. Ce qui est au-delà de 10 constitue une performance. Nous faisons un bonus au niveau de ces deux grandes régies. Et à cause de ça, ces deux régies ont continué à travailler d'arrache-pied. La courbe des recettes a été une courbe ascendante. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à une pression fiscale de 19,6% par rapport au produit intérieur brut. Voici une avancée sous le leadership de la troisième république, sous le leadership du président Alpha Condé. Ensuite, au niveau des recettes, toujours pour aller vers la transparence, et je dis dans le cadre du business doing, le classement de la Guinée parmi dans le peloton des pays pauvres très endettés s'est amélioré de 10 points entre 2010 et 2014. On a gagné 10 points en plus. Donc notre place s'est améliorée de 10 points. Nous avons créé donc, en relation avec nos partenaires techniques financiers, une commission d'appel fiscal. La commission d'appel fiscal, pourquoi? Au niveau des recettes, pour sécuriser les recettes. Quand un contribuable pense que, sur le plan fiscal, à partir de son compte que lui doit faire librement, à partir de ses affaires, si un contribuable se rend compte
qu'il est lésé et que l'État l'a surimposé, il peut faire recours à la commission d'appel fiscal, à la tête de laquelle on a mis un juge qui est neutre, une commission neutre, pour que cette commission soit un arbitre entre les contribuables et l'État. C'est la commission d'appel fiscal sur le plan des recettes. Sur le plan des dépenses, il y a eu des améliorations. On a créé tout récemment un organe de régulation des marchés publics. S'agissant des marchés publics, avant que le président Alpha Condé ne vienne au pouvoir, les régimes qui sont succédés avaient bâti des faux marchés, des marchés inactifs qui pouvaient, si on les avait payés, engloutir 3 ans de ressources endogènes. Le président Alpha Condé est venu au pouvoir. Il a demandé qu'une commission soit créée. Cette commission a été créée. Il était question de revoir les anciens marchés faits avant qu'il ne soit au pouvoir. Et au cas par cas, on sait si le marché qui est fait, le service est fait, on tire ce marché dans le lot et on procède à son paiement. C'était le rôle de cette commission d'arbitrage. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, l'autorité de régulation des marchés publics est créée. La politique des grés à gré, dans le cadre de l'exécution du budget, la politique des grés à gré est bannie. De la phase initiale de l'expression des besoins jusqu'à la phase d'engagement, jusqu'à la phase de l'établissement du dossier d'appel d'offres et jusqu'à la phase de paiement des marchés publics. Aujourd'hui, si la compétition n'est pas ouverte, si ce n'est pas sur la base de la transparence, on ne peut pas avoir accès à un marché de l'État. Ça, c'est une mesure générale. La Guinée était en retard par rapport à cette mesure, et cette mesure aujourd'hui est devenue une réalité probable. C'est pourquoi, à la faveur de l'organisation des indépendances, la fête de l'indépendance dans les différentes préfectures qui sont programmées par région, quand les locaux veulent compétir pour un marché, la compétition est ouverte et la discrimination pour avoir accès au marché de l'État, cette discrimination, elle est mise à plat, elle n'existe plus aujourd'hui. Ça aussi, c'est une avancée, c'est un critère de performance de la gestion depuis 2010 jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Au-delà de tout cet exercice-là, nous n'avons pas, je dis bien, la prétention de faire une analyse exhaustive de la situation compte tenu du temps. Nous ne voulons pas abuser de vous. Mais qu'est-ce que vous devez retenir? C'est qu'aujourd'hui, la Guinée est devenue fréquentable sur le plan économique. La Banque mondiale et le Fonds, au-delà de l'abattement de la loi de la dette, ont demandé à tous les bailleurs de fonds de venir compétir parce que la Guinée, comme certains pays, est devenu non seulement un pays gouvernable sur le plan, mais il n'y a plus de gaspillage des ressources humaines. Les ressources humaines sont utilisées aujourd'hui à bon escient. Quiconque veut venir investir en Guinée, on a mis en place un code des investissements attractifs. La compétition est ouverte. Et pour la petite histoire, je dois vous dire qu'aujourd'hui, il y a des marchés en Guinée. Aujourd'hui, on ouvre la compétition à l'extérieur. On appelle ça la politique de décloisonnement. La politique de décloisonnement est devenue une réalité aujourd'hui en Guinée. Avant, les marchés s'octroyaient au regard de la tête du client sur la base des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. Ça n'est plus, n'est-ce pas, une mise aujourd'hui en Guinée. Nous considérons cela comme un lointain souvenir. Et voilà aussi notre critère de performance dans le cadre de la gestion des finances, dans le cadre de la gestion des finances publiques, mais assorti d'une volonté politique. Au-delà de cela, monsieur, madame, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que le collectif de la réaction du professeur Alpha Condé pense que l'information n'est pas essaimée à tous les niveaux. Il y a un déficit en matière d'information. Le CRAC donc se propose, au-delà de ce que nous sommes en train de faire, le CRAC se propose de passer partout pour informer les Guinéens des avancées économiques, des avancées réalisées en 4 ans de gestion du
président Alpha Condé pour que 2015, nous nous mobilisons tous pour favoriser et permettre sa réélection dès le premier tour. Par rapport aux perspectives qui se dessinent, vous devez savoir que la Guinée est un pays qui a 40 milliards de réserves minérales en termes de bauxite, ce qui fait les 2 tiers des réserves mondiales. 25 milliards de fer de teneur excellente. 25 millions de tonnes d'or. 10 millions de diamants. Les indices de pétrole sont déjà observés. L'uranium, le colbart sont déjà envisagés. L'uranium à Kisidou. Par rapport à toutes ces projections, dans les 5 prochaines années, l'économie guinéenne va bénéficier d'un apport de 45 milliards de dollars en l'espace de 5 années. Les sociétés qui vont être mises en recherche. Premièrement, il y a Belzone. Deuxièmement, il y a Djanja. Troisièmement, il y a Powers China Investissement. Quatrièmement, il y a Global Aluminium. Et cinquièmement, il y a le Rio Tinto. Le Rio Tinto, le cadre d'investissement n'était pas signé. Je vous annonce que le cadre d'investissement est signé aujourd'hui et ça va nous permettre d'engager, dans ce que je viens de dire, 20 milliards de dollars américains, ce qui fait 3 fois le budget de la Guinée à la date d'aujourd'hui. Les avantages sont multiples. Ça va ouvrir à la phase d'abord de construction, à la phase de construction des emplois directs, à la phase d'exploitation aussi des emplois directs. Donc, cette situation de pauvreté, nous pensons, de pauvreté ambiante, comme on aime à le dire, elle va être un lointain souvenir. Pourquoi? Parce que le pays est fréquentable aujourd'hui. Nous avons la confiance des bailleurs de fonds. L'investissement pour Rio Tinto, je vous annonce, il ne s'agit pas de faire des effets d'annonce. L'investissement de Rio Tinto à 20 milliards, à la date d'aujourd'hui, tous les fonds sont mobilisés et à partir de 2014, les travaux vont commencer. Ces travaux pour Rio Tinto, ça va nous permettre non seulement d'avoir un port minéralier à Porcaria, mais au-delà du port minéralier qui va être à Porcaria, les chemins de fer sur un parcours au moins de 600 ou 650 km, les chemins de fer vont être réhabilités avec cet investissement. L'investissement est déjà obtenu aujourd'hui, il est bouclé. Voici brièvement, monsieur, madame, ce que je pouvais présenter. Je suppose que vous avez été attentifs. Les débats qui vont s'ouvrir, supposons, ça va être des débats constructifs, fructueux, riches et enrichissants. Dans le cadre du donner et du recevoir, nous sommes ouverts, nous serons à votre disposition et nous serons prêts à faire les éclairages possibles pour que vous vous rendiez compte que le combat que le CLAP mène aujourd'hui est un combat légitime. Le professeur Alpha Condé, en peu de temps, a pu travailler d'arrache-pied et sur son leadership, la Guinée, au-delà du fait qu'elle est devenue un pays fréquentable, les perspectives pour la Guinée sont heureuses et souriantes et sous peu, la Guinée sera considérée comme un pays émergent où il fait bon de vivre, où si nous ne faisons pas garde, nous ne prenons pas garde, même la main d'œuvre, nous serons obligés de l'importer. Et je souhaite que les jeunes se forment au niveau de tous les secteurs, pour que les jeunes Guinéens, ce soit vous qui bénéficiez de ces fils doux pour savourer ces résultats probants dans le cadre de la politique que le président Alpha Condé a menée depuis qu'il est au pouvoir. Je vous remercie les uns et les autres pour votre bienveillance à sa vie.
sous-estimé dès le départ. Mais pour vous dire, la tragédie que nous avons vécue, c'est que pour la première fois en Guinée, une telle pandémie s'annonce et pour la première fois, l'enfant a peur de sa mère, l'épouse a peur de son époux, le collègue a peur de son voisin. Et la peur était réelle. Pour une simple et unique raison, dès le départ, on vous a dit, c'est une maladie incurable. Pas de vaccin, pas de traitement. Donc, si ça vous prend, vous mourrez. Alors pour ça, tout le monde a pris peur. Les foyers qui ont été constatés ont été mis en quarantaine. Les personnes ont été isolées. Et par la grâce de Dieu, beaucoup ont pu s'en sortir. Surtout qu'on ne connaissait rien de la terrible maladie. Ces dispositions ont permis à la Guinée d'indiquer le fléau au niveau de certaines zones, notamment en Guinée forestière. Mais pendant ce temps, tous les pays qui nous entouraient n'avaient pas pris les mêmes dispositions. Et c'est au moment où la Guinée pensait avoir presque vaincu la terrible maladie que surgissent de nouveaux cas et des morts en centaines au Libéria et en Sierra Leone. Si vous avez remarqué, notre pays a mis du temps avant de fermer ses frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Même la petite Guinée-Bissau a fermé ses frontières avec la Guinée. Alors, puisque au départ, les malades du Libéria et de la Sierra Leone n'avaient pas fait l'objet d'isolement tel que ça a été fait en Guinée, la pandémie a pu se répandre facilement. Mais la Guinée, toujours dans son éthique internationaliste, hérité de la Première République, est restée très coopérative et très ouverte. Nous n'avons pas fermé nos frontières. Et les malades du Libéria, de la Sierra Leone, sont encore revenus en Guinée. Et chacun de vous a pu voir les images terribles, réellement, à travers les télévisions. Mais jamais un seul jour, quelqu'un n'est tombé dans la rue et mourir par suite de la maladie d'Ebola. Tous ceux qui en sont morts à l'hôpital. Presque tous les médecins, les 3 cas qui avaient eu à traiter les malades, ont été mis en quarantaine, tous considérés comme des cas suspects. Sur plus de la vingtaine de médecins, il n'y en a pas eu plus de 2 qui en sont morts, maximum 3. Alors, c'est pour dire que le gouvernement guinéen a pris toutes les dispositions pour protéger les Guinéens de la maladie. Il y a eu des incompréhensions à certains endroits, mais heureusement, tout a fini par le Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une cabale de la part de certains pays qui nous entourent. Mais ceci ne doit pas vous amener à vous détourner de la Guinée, à considérer que en Guinée, la maladie, comme certains le disent, n'est pas maîtrisée.
la situation est très bonne. La maladie est là, mais elle est sérieusement sous contrôle. Nous n'avons pas peur d'entrer et d'y sortir. Mais il faudrait que vous, qui êtes à l'étranger, et vous êtes dans un pays qui est le cœur de l'Europe, il faut que vous soyez suffisamment informés pour dire que nous ne méritons pas l'ostracisme dont nous sommes victimes actuellement. Vous avez Bruxelles Airlines, Air France et le Royaume de l'Arabe, c'est ça? L'Arabe, la Royaume du Maroc. Ce sont les trois compagnies qui continuent d'aller en Guinée. Il faudrait qu'à l'avenir, que chacun de nous puisse le retenir. Car la matière de solidarité, nous nous attendons en plus de la part de nos voisins de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous nous en sortirons avec Ensuite, nous avons le bonheur de vous annoncer que les travaux de Kalenda, qui est l'un des plus grands barrages que la Guinée ait construit, avancent très bien. Les pylônes sont déjà arrivés presque en ville. Et les premières turbines seront lancées au plus tard le 15 mai. Par la grâce de Dieu, d'ici le 15 mai, nous avons les 80 premiers mégawatts qui seront lancés. Et à la fin du mois d'août, je crois que le bassin sera à 100% fonctionnel. Et de la Basse-Guinée jusqu'au Fouta, Jalon, l'électricité désormais sera permanente. L'argent qui a été trouvé pour construire ce barrage, cet argent, je le dis sous le contrôle du chef de cabinet du ministère des Finances, c'est notre propre budget, le BND. L'argent a été trouvé en Guinée. Les 700 millions de dollars que le président de la République a pu négocier avec Rio Tinto, c'est dans ça qu'il a ponctionné une partie pour nous construire le barrage. Ce qui est une nouveauté pour nous. Ensuite, après la construction de ce barrage, les études sont très avancées. Nous avons deux autres barrages, Swabti et Amaria, qui vont être lancés et qui permettront à la Guinée réellement, non seulement de se lancer dans une politique de grande industrialisation, mais aussi de vendre le courant à l'extérieur de la Guinée. Tout cela sera fait sous la gouverne du professeur Alpha Condé. Alors, dans ce monde de caïman que nous vivons aujourd'hui, après les élections législatives, nous avons fait un constat très simple. Nous nous sommes dit, le professeur Alpha Condé mérite d'être élu à la tête de la Guinée. Mais une simple réélection ne suffit pas. Il faut que le professeur soit réélu dès le premier tour afin d'épargner la Guinée de toutes les crises post-électorales que nous avons connues après 2010. Ceci étant, si l'élection, comme nous le souhaitons, la victoire est acquise au premier tour, ceci évitera à notre président de passer
dans un cadre du second tour, si ça devait exister, les compromissions qui seront nuisibles, préjudiciables pour notre pays, mais aussi les compromissions surtout d'ordre communautaire. Aujourd'hui, en Guinée, c'est très regrettable. Notre système est en train de se libaniser. Un président de la République, s'il est maléké, il ne lui est pas autorisé d'avoir un premier ministre maléké, un président de l'Assemblée ou un président de l'Assemblée qui est maléké. Il faut que le Premier ministre, s'il est sous, que le président de l'Assemblée soit forestier, que ce n'est pas ça la conception de la Guinée. Et ça, le CRAC n'en veut pas. Nous voulons construire une nation. Et cette nation, elle est inclusive. Tout le monde